Bonjour. Nous sommes le samedi 6 novembre 2021 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui je pense ne sera pas très courte sur ce personnage, vous voyez sur mon fond d'écran, Mohamed Mbougar Sarr, d'origine sénégalaise ou sénégalais tout court, j'ai pas trop suivi, qui a remporté le prix Goncourt 2021, donc celui de cette année. Il a été encensé par certaines critiques et notamment par le youtubeur que j'ai mis dans le titre de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc nous allons ici essayer de l'invoquer, en tout cas invoquer ses écrits. Et par contre, il a été descendu de l'autre côté par le forum. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, une vidéo en deux parties. On va commencer par lire ce qu'en dit le forum, n'est-ce pas? Nos amis qui sont peut-être hâte à produire des critiques. Hein. Et de l'autre côté, ce qu'en a dit ce vidéaste, qui est notamment pas un critique professionnel, mais a produit des centaines, voire des milliers de critiques sur des livres, des films, etc. Et pour information, je sais pas si je le dirai plus tard, mais j'ai lu au moins 30 ou 40% de toutes ces critiques. Voilà, pour moi, c'est des choses faciles à lire, c'est juste 4-5 minutes. Et puis, en règle générale, il a un phrasé très très particulier et des analyses qui tranchent complètement avec ce que je pourrais penser ou ce que j'aurais pu lire autre part. Donc, c'est toujours très agréable où ça fait voyager. Voilà, puis oui, bah c'est tout. On acquiert un peu des compétences critiques, enfin peut-être pas, mais bref. Nous allons donc lire d'abord la réaction du forum Dextroverse. Donc est-ce que c'est le vrai Dextre? Je sais pas. Dextre est un forumeur plutôt de droite qui voilà est très connu pour ses interventions, sa culture, etc. Et donc, alors effectivement, je vais un peu trahir la pensée de l'écrivain, puisque nous allons ici être dans un jeu où la démonétisation, on va tenter de l'éviter. Donc, par exemple, ce genre de mot que vous voyez là, qui tend à montrer que le vite se durcit, eh bien par exemple, je vais dire durcir à la place de ce mot que vous voyez là, voilà, j'espère que ça vous dérange pas. C'est une trahison envers l'œuvre, mais bon. Donc, Dextroverse nous dit « Bordel, cesse de durcir et dégonfle-moi ça !» Page 22, page 24. Un roman très cérébral, selon les critiques. Un chef-d'œuvre. Je comprends pourquoi autant de gens l'achètent. Preuve, et donc voyez voir la preuve. Effectivement, il est numéro 1 des ventes. En même temps, quand t'as un prix Goncourt, ça marche. Alors pour information, moi j'ai acheté le prix Goncourt 2020, enfin on me l'a offert plutôt. Ça s'appelle L'Anomalie. Et c'est le seul livre depuis X années, vraiment, ça m'était pas arrivé depuis mes 12 ans, je sais pas, avec Harry Potter, où en fait j'ai commencé à le lire à, je sais pas, 23h minuit, et je l'ai arrêté à 4h, 4h30, parce qu'en fait j'ai tout lu d'un coup. Donc voilà, L'Anomalie, ça m'avait happé dedans, j'avais trouvé le truc incroyable. Pour vous la présenter en quelques secondes, hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, tu vois 12 personnes, enfin 12 ou 14 personnes avec des destins des destins. Des caractéristiques, des métiers, des origines très différentes. Il y en a qui sont africains, français, américains. Et en fait, à chaque fois, les portraits sont brossés en 3-4 pages. Et vraiment, il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées en ces 3-4 pages. Et à la fin, tu comprends, mais pourquoi on parle de toutes ces personnes? Et tu comprends qu'en fait, qu'il s'est passé une anomalie, on va dire, temporelle ou un truc comme ça. Et ça crée un gros bordel. Et puis à la fin, il y a plein de grandes puissances qui sont impliquées. Et c'est incroyable. Et donc, le livre est en 3 ou 4 parties, je crois. Et chacune des parties, bon, il y en a qui sont un peu au-dessus d'autres, mais waouh. Et il y avait du suspense et des beaux retournements. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, maintenant, nous allons lire un peu les passages incriminés, donc pages 22 et 24. C'est donc cela, écrire mon magnum opus, que je tentais de faire depuis un mois quand, une nuit de juillet, incapable de trouver la première phrase, je m'enfuis dans une rue parisienne. J'y déambulais, à l'affût du miracle. Il se présenta à moi, derrière la vitrine d'un bar, quand j'y le destin. Le destin se présenta à moi, derrière la victime d'un bar, quand j'y reconnus Marem Sigadé, une écrivaine sénégalaise d'une soixantaine d'années, que le scandale de chacun de ses livres avait transformé, pour certains, en pythonisse malfaisante, en goule ou carrément en succube. On connaît bien les succubes ici. On va voir un Marem Sigadé. Est-ce qu'elle existe? Apparemment non, c'est une invention. Trahison. Moi, je la voyais comme une ange. Un ange. L'ange noir de la littérature sénégalaise, sans qui cette dernière serait un mortel cloaque d'ennui ou barbotte, semblable à des étrons mous. Ses livres couvrent fatalement des descriptions d'un soleil éternel, dardant ses rayons à travers le feuillage, ou des vues sur ce visage romanesque universel dont les pommettes sont saillantes, le nez aquilin ou épaté, le fond bombé ou proéminent.
Ah oui, d'accord. En gros, bon, je traduis la phrase, mais sans elle, qui a une particularité littéraire précise, eh bien, tous les livres ressemblent. Et là, c'est vrai qu'en fait, tous les livres comporteraient toujours les mêmes éléments de langage. Au final, dardant ses rayons à travers le feuillage. Oui, c'est vrai que ça se lit. Et puis après, le nez aquilin, c'est vrai. Tu lis Harry Potter, tu vas voir 10 fois le nez aquilin, les pommettes saillantes, tout le temps, le nez épaté, etc. Donc c'est vrai que ce sont des mots qu'on retrouve souvent. Et donc bref, lui, il dit que Siga, elle tranche avec ça. Sigadé sauvait la récente production littéraire sénégalaise de l'embaumement pestilentiel, des clichés et des phrases exsangues, dévitalisées comme de vieilles dents pourries. Elle avait quitté le Sénégal pour écrire d'ailleurs une œuvre dont la seule obscénité était d'être radicalement honnête. Cela lui avait valu un certain culte et quelques procès auxquels elle se rendait toujours sans avocat. Elle les perdait souvent. Mais ce que j'ai à dire, affirmait-elle, D'accord, alors je sais pas pourquoi tu as incriminé ce passage d'extroverse, je sais pas, y a rien de fou, non? Et donc après, nanani, on passe à la page 24. Des gens qui veulent congédier un importun sans avoir à lui dire « Je jouais mon va-tout et lui parlais de sa poitrine que je venais de voir et qu'il m'aurait plu de revoir. » Elle plissa les yeux de surprise. Une faille s'ouvrit, je m'y engouffrai. Cette poitrine m'a tant fait rêver, Madame Siga. Ce que tu as entrevu d'elle te plaît dit-elle calmement. Donc c'est la dame de 60 ans. Oui, ça me plaît beaucoup et je veux plus. Plus? Pourquoi? Parce que je suis dur. Sérieusement, Diégane l'artifaille? Il ne t'en faut pas beaucoup, jeune homme. Oui, je sais, Madame Siga, votre poitrine me hante depuis si longtemps, vous savez. Alors j'ai envie de savoir ce que ça veut dire Diégane l'artifaille. Est-ce que c'est un... C'est parce qu'il s'appelle pas comme ça, Diégane, Fartir... Bon merde, en fait j'ai la flemme. J'ai l'impression que c'est une expression, parce que le mec s'appelle pas Diégard la Finfly. Bref. Oui, je sais, alors... Cesse de me vouvoyer, cesse de m'appeler Madame Siga, c'est ridicule. Et cesse aussi de durcir. Dégonfle-moi ça. Men nalala jour, je pourrais être ta mère, Diégane. Con n'empalma, alors fais-moi téter comme une mère, répliquai-je, comme au temps de l'adolescence, quand des filles rejetaient mes avances, ou ne comprenaient rien à mes endécasyllabes. Hendeka, c'est les hendek. Endécasyllabes, regardez, endécasyllabes. Allez, moi je dis, ça veut dire 14, endéca. Verbe de 11 syllabes. Non, 11 syllabes, j'ai eu tort. Estimant, puisqu'elles avaient 4 ou 5 années de plus que moi, qu'elles auraient pu m'enfanter. Sigadé m'avait regardé un temps et pour la première fois avait souri. Je vois que monsieur a de la répartie. Je vois que monsieur a de la bouche. Tu veux téter? Très bien, suis-moi. Mon hôtel est à quelques minutes. Inch'Allah, monsieur, va téter. Elle s'apprêta à se lever avant de s'interrompre. À moins que tu préfères que je n'empale ici maintenant. Que je te n'empale ici et maintenant. Ce serait bien d'avoir des petites traductions. Ou alors ça fait exprès, comme ça on est transfermé, comment dire. On est dans... Parce que les Sénégalais qui comprennent ce langage-là, je sais pas si de Peul, de Wolof ou autre chose, ils sont avantagés sur nous. Ils comprennent. Alors que nous, on a un flou artistique, on sait pas ce qui se cache derrière ce mot de n'empale. Donc il faudrait mettre un petit astérix. Qu'en pensez-vous? Elle concrétisa sa proposition et terra presque aussitôt, bas sur sa gorge, le col de l'ample boubou. Et alors un sein lourd, le gauche, jaillit du corsage défait. Tu veux, dit Sigadé, voilà la chose. Aïe, mais je suis plongé dedans, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il s'est mis à la téter, la petite soixantenaire devant tout le monde lors d'une dédicace? J'ai l'impression que c'est pendant une dédicace, je suis pas sûr. Donc voilà. Ben oui, c'est de la grande littérature. Bon, bien sûr, moi je ne suis pas apte à juger, hein, mais voyons voir ce qu'en dit l'élite. C'est très mal écrit, même sans considérer le fond. Rage bien. Du coup, c'est qui a écrit? C'est pas mal écrit, hein. Première page tout du moins. Dans la littérature contemporaine, c'est loin d'être ce qui se fait de pire. Écoutez, je suis un, comment dire, je n'y connais rien, mais je trouve que ça se lit, que t'es plongé dans la chose, hein, quand tu lis, donc j'ai pas de critique littéraire à faire, mais on verra ce qu'on a dit, ce qu'en disent le forum et notre ami vidéaste. La couverture a été faite par Valek, tu savais pas? Tu veux téter? Tu vas téter, Inch'Allah, moi que tu veux que je m'emblaye le doubinet avant que Yo emmène Balaka? Bon, là on force le trait, hein. Voilà. Phrase qui débute par c'était, style lourd, pas harmonieux ou musical pour un sou. Alors ça, je veux bien, mais il faut le... C'est un peu facile à dire, faudrait donner un exemple, mais j'en doute pas. Hein. Ou carrément. Ah oui, il a dit ou carrément. C'est vrai que carrément, je sais même plus si c'est un mot, mais je sais qu'on se faisait engueuler d'une façon nette, décidée. Ah non, c'est un vrai mot. Je me sais, mais parce qu'on se faisait engueuler, moi au collège, lycée, si j'employais ce mot, elle le soulignait ou autre. Le passage avec les étrons mous. Comparaison primitive à base de comme.
Pour écrire d'ailleurs. C'est très pauvre stylistiquement, mais on est d'accord que tout le contemporain est ainsi. C'est pas comme si Welbeck n'était pas adoré ici alors qu'il écrit des vulgarités bien plus crues que ça. Ah oui, je sais plus qui avait fait une critique de Welbeck et il disait genre il pleut, point, je bande. Et il y avait un topic sur toutes les phrases de Welbeck et des mecs se mettaient à écrire, donc des mecs du forum se mettaient à écrire de la même façon que Welbeck. Si ça vous intéresse, on pourra se pencher sur le style Welbeckien, le Welbeck du Welbeck, comme dirait Léa Salamé. C'est assez drôle. Et je me souviens que le topic m'ait bien fait marrer. À côté, Zemmour est un imposteur et moi je suis un desco. Inch'Allah, tu vas téter. Moi qui croyais que c'était une spécificité de chez nous de faire du graveleux faussement subversif. Clairement, c'est pas du Sangor. Tiens, d'ailleurs, en parlant de téter, j'ai lancé ma deuxième chaîne YouTube, hein, où je lis vos commentaires, donc valeur ajoutée 0. Mais j'ai fait un post de communauté, je sais pas si vous l'avez vu. Particulièrement à Disher, voilà. J'ai dit, je lance ma chaîne communauté et j'ai pris une fille, voilà, qui pourrait vous donner certaines envies de tétage aussi. pour voilà, mettre en valeur la chose. Mais bref. Et vous êtes... Alors attendez, je prends une minute pour réagir là-dessus parce que vous m'avez fait marrer. Vous êtes devenus complètement fous dans les commentaires. Non, attendez. Je lirai vos commentaires et je sortirai une vidéo. C'est vraiment écrit avec les pieds, aucun style. Bientôt dans les mains de toutes les lectrices du train, en compagnon de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce passage m'a fait penser aux rappeurs qui commencent à parler dans leur dialecte en plein milieu d'un couplet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Depuis quand Welbeck est adoré ici? Ah si, Welbeck... Alors, je sais pas, on n'a pas fait de sondage ou autre, mais Welbeck est bien apprécié. Alors... vous jugez le livre sur 2 captures d'écran. Et oui, il faut dire capture d'écran pour employer des mots anglais. Ça fait pitié, il faut lire le livre en entier pour juger. L'intro de Belle Amie seul suffisait à voir que le mec sait écrire, hein, Vortin. Là, il écrit comme une merde, point. Tu n'y connais absolument rien en littérature, arrête de faire le connaisseur. Car c'est un style moderne et différent de ce que l'auteur est noir, Et parce que l'auteur est noir, tu le critiques. Il a été élu Goncourt par des gens bien plus littéraires que toi. Tu n'acceptes aucune nouveauté, tu es bloqué pendant que le monde évolue. Tu juges un livre de plus de 400 pages sur 2 captures d'écran. Tu fais pitié. Alors, notre ami naturiste génocide, le plus dégueulasse d'entre nous, le vidéaste susnommé, lui critique aussi tout à fait la sélection Goncourt et les juges Goncourt. Voilà, donc... Je ne connais pas bref, il le juge aussi négativement, mais il a été agréablement surpris par la sélection de cet écrivain. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas parce que être élu Goncourt, etc., est un gage de qualité. Tout comme Bégodeau, François Bégodeau, qui a écrit des livres mais fait des films et qui a voilà des retours très construits sur des films, va dire que les Césars ou la cérémonie de la Palme, c'est comme une horloge, vous savez, une horloge arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Vous connaissez cette expression ou pas? Bon voilà, je vous l'apprends si vous la connaissez pas. Et donc il fustige aussi comment dire, les professionnels de la profession. Donc, que nous répond ce jeune homme à qui on lui a dit qu'il n'avait aucun goût littéraire? D'accord, Trisotin, si ça peut te rassurer, Lévy et Musso aussi c'est de la merde, ça y est, j'ai le droit à la carte bonus gentil. Le monde évolue certes, mais toute évolution n'est pas améliorative, et l'art actuellement il perd et devient de plus en plus médiocre. Mais je pense que toi tu dois trouver ça incroyable, ce mouvement du roman, ou les histoires d'André Gide. Car tellement plus récent, pauvre moderniste à 2 de QI. Tu veux des auteurs récents qui valent le coup? Maurice Druon, Jaworski, Céline et d'autres encore. Bah alors moi je suis en train de lire La Promesse de l'Aube, La Promesse de l'Aube de Romain Gary, donc je crois aussi que c'est écrit après-guerre, hein, je crois dans les années 60. C'est génial. J'avais jamais lu alors que c'est apparemment l'un des plus grands classiques du siècle dernier de la littérature française. Je me baladais à Paris, il y avait un mec qui le vendait 2 euros là, des trucs qui vendent des livres. Et j'en suis pas déçu, c'est très intéressant. J'ai bientôt fini. Il rencontre le général de Gaulle, enfin bref, il fait plein de choses. Et il y a plusieurs moments où il a failli mourir sur des conneries, ça tourne autour de sa mère. Enfin bref, et je suis étonné donc du coup que tu ne cites pas comment il s'appelle? Ben Romain Gary, de son vrai nom Romain Ajar, je crois. Enfin, Émile Ajar. Ah non, c'était son faux nom, Émile Ajar. Enfin bref. Effectivement. Peu importe qu'il ait été élu par des gens bien plus littéraires que moi, leurs choix sont truffés d'idéologie, et ça se sent. Que nous dit Heure Violette? Le style est maladroit, et ça se voit très rapidement. Même Welbeck écrit beaucoup mieux, et pourtant c'est pas le style le plus travaillé. En littérature contemporaine, ouvre un Michon. Tiens, ça fait 2 fois qu'on cite le Michon, vous avez vu? Ah non, Maurice Druon, pas du tout. Michon, tu verras qu'on n'est même pas obligé d'épurer ou de descendre son style pour être un bon écrivain aujourd'hui.
Prix Goncourt pour cette merde niveau rédaction 5ème, c'est vraiment abusé. Bon après, on juge sur 2 pages. Mais la première, je vois même pas ce qu'il y a. Sans déconner, hein. Tu peux me dire s'il y a d'extrovert si t'es là, est-ce qu'il y avait de problématique dans la première? Allez, bon voyons, j'ai commencé mort à crédit, pour l'instant ça se limite à on m'a torché et j'ai donné des coups de pied dans les klebs et revenait en quidant. D'accord, il parle de mort à crédit. Écoutez, ça... Lévi et Musso qu'il me sort. Justement, dans Le Voyage au bout de la nuit, il y a des passages tout aussi limites, et je le répète, pour juger, il faut avoir lu le roman, or ce qui n'est pas ton cas apparemment. Ce qui n'est pas, il n'y a pas besoin de mettre le or. Tu as déjà entendu l'auteur parler? Moi oui, en une phrase il surclasse le forum, il semble très intelligent. Si tu veux faire l'intellectuel accompli, va lire Pascal Montaigne et laisse les romans de gare aux gens qui veulent se divertir sans faire de procès d'intention sur 2 pages. C'est pas parce que tu n'as jamais vu de poitrine de ta vie que le personnage n'a pas le droit de téter. Qui plus est. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il savait. Inch'Allah, tu vas téter. Ah oui, on va lire la triptyque du monde. Le prix Goncourt 2021 pour Mohamed Moungar Sarr et son roman La plus secrète mémoire des hommes. C'est peu de dire que le 4e opus de l'écrivain sénégalais de 31 ans, un roman très cérébral, vibrant de sensualité, assurément politique et souvent drôle, faisait figure de favori. Bon, bah, très bien. Vibrant de sensualité. Bon, vibrant, on comprend, hein, c'est que ça touche, ça te met en émoi. Aptitude à goûter le plaisir des sens, à être réceptif aux sensations physiques, en particulier l'éveil de la sensualité chez les enfants. Écoutez, ça vous a pas transmis d'émotion quand on a lu la chose, hein, qu'il allait têter la petite soixantenaire qui au début joue avec lui, puis finalement s'abandonne comme ça, la digue saute. Je sais pas, moi je l'ai lu en direct, oui, ça... J'ai connu mieux, hein, j'ai connu plus vibrante sensualité, j'ai connu des choses qui m'ont plus retourné et m'ont plus donné le barreau que ça, hein, mais après, c'était un exercice différent, j'étais dans mon lit, je disais, voilà, là, on est sur voilà, une petite vidéo, etc. Et puis on n'a pas le reste, c'est débile de juger juste 2 phrases, effectivement, mais pour moi, pour dire, il y a quand même eu quelque chose, il y a quand même eu un petit truc, mais je pense que je suis capable de faire la même chose, là, sans déconner, et... On va voir. Et puis il y avait quelques effectivement éléments de langage qui étaient pas incroyables comme on l'a soulevé dans la première page. Donc voilà. Ah ouais, le style est vraiment pas terrible. On sent le mec qui aime se voir écrire. Mais je sais pas comment vous arrivez à voir ça. Quand tu vois que dans le même temps, des écrivains absolument géniaux comme Jean-Philippe Jaworski ou Alain Damiasso, ah, j'ai connu lui, ne sont jamais ne serait-ce que nominés parce que la littérature de ce genre est de la sous-littérature, hein. Quel est votre délire avec le style? Tant que ce ne sont pas des phrases interminables avec beaucoup plus de descriptifs que de narratifs. Il n'y a que moi qui lis pour l'histoire. Très bien. Donc j'ai relu Les Misérables, je sais plus quand, de Victor Hugo. Et en fait, je me souvenais pas du tout. Mais en gros, je crois qu'il y a 6 parties. Ou 3 parties, mais chacune des parties est composée en 2 sous-parties. Et il y a une sous-partie qui porte sur l'histoire, sur Jean Valjean, Gavroche et tout, qui est super intéressante, qui est voilà, très bien, c'est comme ça qu'on connaît les Misérables. Et chacune après des autres sous-parties, la deuxième sous-partie, je sais plus s'il y en a 2 ou 3, c'est que des descriptions. Mais c'est un tout petit peu lié à l'histoire, mais ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Mais et à la fin des Misérables, dans l'émission que j'avais, donc qui était en Kobo, il y avait une lettre de, je sais plus si c'était Guy de Maupassant ou Honoré de Balzac, qui faisait une critique du livre. Et pareil, il fustigeait ces secondes parties, mais c'était énorme, hein. C'était plusieurs dizaines de pages à chaque fois, qui servaient à rien, apportaient rien à l'histoire. Et Balzac, il pétait un câble dans sa lettre. Il disait, ah, c'est parti, ça sert à rien et tout. C'était assez intéressant. Si ça vous intéresse, franchement, je vous mets là-dessus la lettre, la critique des Misérables par Balzac où il défonce cette deuxième partie, c'est pas mal. Donc, autant lire le résumé si tu lis pour l'histoire. C'est vrai que notre vidéaste dont nous parlons a souvent dit que si on regarde une série, si on regarde quelque chose que pour être, comment dire, que pour ressentir de la joie ou voilà une vive émotion grâce au retournement grâce à l'histoire, c'est que c'est l'histoire qui compte, le scénario, et c'est pas l'œuvre en elle-même, donc c'est que c'est une pauvre œuvre, voilà, donc c'est pour ça qu'il dit que le divulgachage n'est pas important, c'est pas grave de se faire divulgacher, pas de se faire tout raconter le film, mais de se faire divulgacher un retournement de situation ou autre, parce que c'est pas grave, ce qui compte c'est comment tout ce retournement est mis en place, etc. Je suis moyennement d'accord. Je dis que de mon pauvre, de ma pauvre chair, je dis qu'il y a les 2 qui sont impactants.
Avoir du style, c'est dépasser les chauffe-chauffe. En dépit de non-abstance, photos des tétés susnommés ou des bébés. Ben oui, moi aussi. Moi aussi, oui, oui, je suis d'accord. J'aurais aimé vous divertir un peu avec les fameux tétés susnommés. Oh non! Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? On va être obligé d'aller sur JV Archive. De toute façon, on était à la fin du truc. Regardez, la vidéo fait 20 minutes. On va marquer bande et... Ah mince, faut éviter de dire ça. Allez, on va à la page 10, mes amis. Il utilise le mot NDK sulvable. Il est cultivé. Attention. Alors moi aussi. Moi aussi, je trouve que utiliser des mots compliqués comme ça, juste pour les placer, moi c'est l'impression que ça m'a fait là. Le moment où il dit qu'il utilise des trucs en 11 syllabes, je sais pas, tu peux dire que tu utilises en 11 syllabes, on comprend, ça passe par un mot, et puis c'est bien d'utiliser un mot plus simple qu'un mot compliqué. Mais lui, il utilise NDK, alors peut-être que ça lui fait penser à la vidéo appelée les NDEC, et dans ce cas c'est très louable. Mais si c'est, vous connaissez la vidéo appelée les NDEC, mais si c'est pas pour ça, moi je trouve que c'est de la lourdeur inutile. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me saoule. Vraiment, quand j'étais petit, j'aimais bien ce genre de truc, et puis en plus je suis du genre, je suis un peu comme Stéphane Edouard, moi j'aime bien utiliser des mots un peu empoulés pour rien. Bon, c'est pas mal dans le cadre d'une vidéo, mais dans le cadre d'un livre qui est ton condensé intellectuel et où vraiment tu vas essayer de faire passer, enfin bref, il y a différentes positions là-dessus, mais en général tu vas essayer de faire passer ton histoire, tes émotions par la façon la plus légère possible, quoi. Et bien là, mettre en décasyllabes au lieu de trucs en 11 syllabes, pour moi c'est et oui, effectivement, c'est un peu se gausser de son vocabulaire. Donc je suis d'accord, moi aussi j'ai eu un petit tic quand j'ai lu ça. À côté, j'ai écrit un roman rejeté par les maisons d'édition parce que j'ai eu le malheur d'y parler de la misère S. C'était un beau livre sur la vie d'un homme sans femme, sur sa quête de sens passant par le succès mondain, comme prêtre plume d'homme politique. Le succès économique en menant les conversations à la place d'autres sur Tinder, le retour en enfance en devenant un streamer abétissant, le mysticisme en se retirant au mont Stavros, c'est un mont en Grèce, de toute façon quand ça se finit en hausse, en général c'est de la Grèce. Celui qui graisse en Perse fera de la... Non, celui qui perce en Grèce fera de la Grèce en Perse. Pour finir par réaliser avec Claudel que le mieux qu'on puisse faire c'est espérer que le pire n'est pas toujours certain et qu'une grâce viendra sauver les hommes perdus comme lui et les prévenir du suicide. Franchement, c'était mieux écrit, plus intelligent, plus noble aussi que cette merde infâme. Ce monde me dégoûte à un point. Fait la même chose en inversant le sexe des protagonistes et ça passera peut-être. Décrire les femmes comme des victimes, c'est politiquement correct. Oui, il y a même des gens qui décrivent des femmes comme les victimes sur le marché S. Alors que il y a quand même des preuves du contraire. Pareto, etc. Bon, premier roman d'un type de 30 ans qui objectivement s'exprime mal. Ben non, c'est le 4e. Alors, on regarde. C'est très loin d'être mal écrit. En particulier le premier extrait. Les dialogues sont un peu secs, j'avoue. Ça en fait pas un chef-d'œuvre, mais il suffisait de 2 pages décontextualisées pour faire un chef-d'œuvre, on n'aurait plus grand-chose à dire de la littérature. Les mecs qui jugent sur 2 extraits choisis par un rave, vous êtes à côté de la plaque. Et je ne dis pas que le choix du Goncourt a été orienté politiquement, sans doute. Mais un prix, c'est toujours subjectif, et les motivations derrière n'en rendent pas l'œuvre moins légitime. Premier roman d'un type de 30 ans, c'est faux, c'est son 4e, il en a 31, bon ça change pas grand chose, qui objectivement s'exprime mal, dans un style très très lourd, avec de fausses audaces. Ah ouais, donc t'as lu la chose, la scène avec les péripapéticiennes, c'est censé être transgressif, tout le monde l'a fait au 19e siècle, ça en devenait banane, ben oui, Zola, Nana par exemple, c'est... des courtisanes et ouais, à la fin on sait ce qui lui arrive à la pauvre nana. Portée au nu uniquement par sa couleur de peau et ses références constantes à la culture sénégalaise. Oui, c'est possible. Là, on connaît la propension de nos critiques et de nos mouvements intellectuels de gauche. Hein. Type Bernard-Henri Lévy a glorifié tout ce qui vient de contrées exotiques, mais et notamment les mouvements sociaux, alors qu'en France, c'est des vilains gilets jaunes, etc. Bon là, c'est de l'artistique, mais c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui va décrire la misère en France, enfin ça dépend, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire. Le tour acheté en masse par les bourgeois qui se prétendent cultivés. Les derniers prix littéraires corrects datent des années 2010. Depuis Alexis Génie, petit blanc qui parle de guerre, il n'aurait jamais été nominé en 2021. Aucun prix n'a de valeur. Bah je sais pas, Au revoir là-haut, c'était sorti quand? Enfin j'en sais rien, moi je suis pas un juge littéraire, mais Au revoir là-haut, j'avais bien aimé aussi. Je ne pense pas que le style soit si important que ça. Par contre, un livre bien rythmé, avec une histoire intéressante et une bonne compréhension de la psychologie humaine, est supérieur à tout. Les gens lui demandent le PDF de son livre, là, celui qui a écrit un truc sur la misère, etc. La misère est. Ah ouais, le style est vraiment pas terrible. On sent le même... Ah mais ça on l'a déjà lu. Allez, on lit ça, puis après on va passer sur
comment il s'appelle, Moisi. J'ai fait 12 ou 15 grandes maisons d'édition. J'ai dû en publier une ou deux. J'ai dû en oublier une ou deux. Payot par exemple, mais bon, une seule maison à accepter. Un truc minuscule qui devait faire un ulule pour atteindre des préventes. Non, j'ai arrêté, j'ai tout détruit. Maintenant que je n'écris que de la fantasy science-fiction car le politiquement correct est moins présent. Oui, non, mais là, je me dis, bon, d'accord, on fait... Attends, tu te poses là, tu dis que c'est mieux écrit, et après tu dis que t'as tout détruit. C'est quoi ce connerie? Si t'as envoyé la chose par mail, il reste la pièce jointe ou autre dans la pièce mail, tu peux le communiquer oreille, et là, on va pouvoir te juger en toute neutralité. Mais voilà, la littérature générale est devenue incroyablement politique. Bon, allez, on s'éloigne du sujet, on s'éloigne du sujet. Comme d'habitude, les RSAistes, pour la plupart ignares, incapables de reconnaître le style de Céline ou Chateaubriand, qui ne lisent que peu ou pas, manifestent l'aigreur tout à fait caractéristique des ratés qui se réfugient dans la critique, parce que la création est hors de leur portée. Petit rappel, voyons voir. Valek sur Napoléon, le plus puissant souffle de vie que jamais anima l'argile humaine. Alors attendez. En gros, c'est quelqu'un qui prend une phrase comment ça s'appelle, de Céline, et qui l'attribue à Valek, parce que tout le monde se foutait de la gueule de Valek. Et après, regardez, on dirait les gens tombent dans le piège, c'est incroyable. Alors c'est très drôle, j'ai déjà vu des topics comme ça effectivement, mais voilà, en fait on fait ça, on prend des livres de Céline ou autre, ou des phrases complètes, et on fait croire que c'est des mecs qui les ont glissés dans leur rédaction, ou que c'est Valek qui l'a écrit ou autre, et après les mecs se foutent de sa gueule alors qu'en fait c'est un grand écrivain qui a fait. Et regarde ça. On dirait une tentative de collégien de faire des figures de style. Voyez voir. Le 4, la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva. Presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin, le 5, à 6h moins 11 minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Donc oui, l'argile. Vous savez que les golems sont faits d'argile, donc c'est pour ça que je dis Napoléon était un golem. Les derniers mots saisis sur ses lèvres du conquérant furent tête, armée ou tête d'armée. Sa pensée errait encore au milieu des combats. Et donc voilà. Après les gens se moquent. Premier golem, m'étonnerait fortement que ce soit du Valek. Ah, on a quand même déjà. C'est Chateaubriand, mais bon. Voilà. Je suis à voir. Je me suis dit quelle plume le Valek finalement. Bon voilà. On voit que c'est pas unanime. Il y en a quand même qui disent que c'est pas mal. Il y en a qui reconnaissent sa supercherie, mais il y en a quand même qui s'engouffrent dans le piège. Et regardez, notez l'extrait de mon roman sur 20. Ah oui, ben c'était celui-là que j'avais lu. 1er novembre, alors il date d'avant. Je vous pose le contexte. Le protagoniste sort de l'hôpital après une tentative de suicide. Je crois tenir un grand roman sans vouloir être arrogant. L'extrait. Avec ma mère, nous firent un grand tour dans les rues proches de l'hôpital, une après-midi, à marcher entraînant dans les ébauches de rues de Paella, etc. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, où le mensonge et son luxe viennent suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut voir son derrière en boîte à ordures. Il y a des usines qu'on évite. J'ai arrêté à Nufim. Oh, voilà, et après, première ligne, je suis arrêté à Fim. Bon bref, les gens se moquent parce qu'il y a l'emploi du passé simple, Nufim. Passé simple, j'espère. Donc voilà. Et bon, effectivement, donc c'est pour ça que je vous ai ouvert un peu une lucarne sur l'univers du forum. Voilà. Allez, on va à la dernière page. Ça montre encore une fois que la sexualité est omniprésente dans notre société. Et peut-être encore plus dans certaines sociétés que d'autres, cher ami. Encore plus. Et de manière encore plus ouverte. J'avais immédiatement reconnu Chateaubriand sur ton topic sur Valek, comme la plupart des forumers. Ce n'est pas mes topics, le quiz. Cela dit, je te place aussi très bien dans la catégorie des ratés qui préfèrent se réfugier dans la critique plutôt que dans la création. Si on s'en tient à ta façon de t'habiller, tu as une esthétique assez pauvre. Un cosplay du Joker avec les fringues de son grand-père. Aïe. Je vais rien dire. Ah mais c'est Dextre en plus. Ah c'est malin de prendre une photo d'il y a 2 ans. Je la trouve bien cette tenue. Ah d'accord, tu ressembles à ça Dextre, mais je savais pas. Oui bon effectivement. Non mais je suis pas un critique sur la tenue non plus, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Effectivement, un style à l'ancienne. Continue de porter des sneakers, des gants, des maillots, des sweatshirts. Tiens. On peut faire un subtil mélange des deux. Là, il y a quand même petit pantalon, les chaussures en l'air. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'y connais rien, mais ce n'est pas très saillant.
Allez, maintenant on va se diriger vers Naturis Génocide, notre ami. Bon, je vais croire que le concours n'est pas totalement de la merde, parce que le petit bijou de la sélection est celui que j'avais totalement adoré. J'avais écrit un truc sur Science Critique. Donc moi, je vous ai parlé au début de ces Science Critique. En fait, vous allez là, Moisi. Vous tapez Moisi Science Critique et après vous arrivez là-dessus. Et en gros, voilà, vous avez vu 1800 critiques de films, donc 2300 critiques en tout. Il y en a sur des jeux vidéo, des séries, des livres et des BD. C'est très intéressant et je crois que celle qui est sa plus connue, c'est sur le cinéma de Durandal il y a quelques années, où effectivement il déglingue Durandal, il déclingue aussi Gurik le Soleil, Link the Sun, le Cuistre, il y a plein de choses. Et alors l'une qui m'a fait exploser de rire, j'étais dans l'RER, j'ai lu, ça m'a fait exploser de rire, c'était sur... attendez... Le dernier roman, celui qui est sorti, hein, pas celui qui va sortir, de Bruce Benhamran, hein, de Bruce d'y penser. Et c'était énorme. À un moment, il le déglingue, mais d'une façon, c'était complètement fou. Et donc voilà. Mais une fois que vous allez goûter à son vitriol, parce que c'est vraiment des lignes coup de poing, très déterminées. Enfin, pour moi, il se retient pas, quoi. Il limite, il se creuse les méninges pour faire des tournures de phrases qui sont le plus agressifs possible. Mais en fait, il n'y a plus rien tout devient fade après. Par exemple, vous savez que Beck BD avait critiqué le livre de Lena Situation plus égale plus, et les golems étaient là, ah là là, il est extrêmement agressif, etc. C'est quoi son délire? Mais en fait, quand t'as lu une critique de Moisi, mais en fait, la critique de Beck BD, elle est tout à fait mesurée. Et d'ailleurs, il l'avait dit sur Twitter, donc c'était rigolo. Allez, donc notre ami Moisi nous dit juste Antoine de son prénom, dont nous ne rappellerons pas le travail, n'est-ce pas? Bon, finalement, il y aura quand même 2 ou 3 trucs intéressants dans cette sélection du Goncourt et pas forcément ceux que j'attendais. La plus secrète mémoire des hommes est un bouquin assez brillant par moments, il faut bien l'avouer. C'est un bouquin qui insère une intrigue, à savoir la recherche d'informations sur Heliman, un auteur qui a écrit en 1938 un bouquin appelé Le Labyrinthe de l'inhumain. Mais finalement, comme dans tous les bons livres, elle est un prétexte. Et ici, un prétexte pour parler, entre autres, de littérature. Durant tout le bouquin, le narrateur va enquêter sur la vie d'Heliman, va interroger notamment des femmes qui vont raconter leur expérience avec lui, ou les expériences d'autres femmes qui l'ont connu. Il y a un petit côté récit enchâssé tout à fait sympathique, évoquant forcément chez moi les 1001 nuits. Et ces femmes sont parfois elles-mêmes auteurs. À l'occasion de justement aborder la littérature, ce qu'elle est, ce qu'elle permet, surtout dans la première partie du bouquin. Oui, on va lire un peu après des passages qu'il a sélectionnés, mais effectivement, il s'exprime sur la littérature et sur, en gros, le fait de demander de quoi parle un bouquin est une question un peu débile parce que c'est qu'un prétexte à chaque fois pour mettre en scène des situations, voilà, faire étalage de son style, etc. Et franchement, je dois dire que l'auteur tombe vraiment juste dans ce qu'il peut dire. J'aime notamment beaucoup lorsqu'il dit que le mal en littérature, c'est demander de quoi ça parle. Et c'est vrai, un roman c'est plus que ça, plus qu'une simple liste de faits, d'actions avec un message derrière. Et ça, Mohamed Boumgarsar l'a bien compris. Son livre est l'une des rares fois dans cette triste sélection du Goncourt où il y a plus qu'un simple étalage de faits se suivant les uns les autres et que l'auteur cherche et arrive à susciter quelque chose chez le lecteur. Donc oui, Moisi a lu tout, et je sais plus s'il y avait 12, 14 livres ou plus, j'en sais rien, toute la sélection Goncourt 2021. Et il en a fait des petites critiques. Alors je sais plus si c'était sur son sens critique que j'ai lu ou si c'était sur une vidéo où il était interviewé, hein, où il menait un entretien sur la chose et parlait un peu de chaque chose, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il l'a lu et il a majoritairement été très déçu, mais que celui-là, c'était celui qu'il sauvait de la sélection. Il y a quelque chose de réjouissant à cela, de lire un bouquin qui prend le temps de le faire, qui se permet d'être maîtrisé mais sans chercher l'efficacité. Désolé. Mais sans chercher, c'est de l'eau pétillante. Mais sans chercher l'efficacité à n'importe quel prix, qui se permet de ne pas être concis. Et les récits ont beau s'enchasser, ils sont à chaque fois justes. Les personnages tangibles, parce qu'ils ont le temps de parler d'eux, de leur rapport à l'art, à Heliman, cet auteur disparu. Et parce qu'il nous donne envie de téter aussi. Punaise, enfin un peu de consistance. Qu'est-ce que ça fait du bien. Que dire de la fin? Je la trouve parfaite, une douce désillusion, laissant un petit goût d'amertume au moment de refermer le livre, juste ce qu'il faut. Alors oui, moi aussi. Mon film préféré, c'est Old Boy. Voilà, Vieux garçon, hein, c'était un film coréen. Très connu, hein, sorti en 2003, hein, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il y a un retournement de situation, mais il y a d'autres choses. Et c'est vrai que c'était le premier film que je voyais
où à la fin, en fait, tu savais pas sur quel pied danser, tu savais pas si la toute fin c'est bien ou c'est mauvais. Je vous divulgage pas, mais vraiment, et à la fin, ça m'a laissé un goût amer, vraiment, mais où je savais pas où me positionner, et c'est le premier film que j'ai regardé qui m'a fait ça, et j'étais trop bizarre, c'est genre, je suis rentré dans une espèce de dépression après pendant plusieurs jours, et pourtant je l'ai vu, je devais avoir, j'étais assez âgé, hein, j'avais 19 ou 20 ans, et je sais pas, et ce film il m'avait vraiment chamboulé, et c'était c'est toujours mon film préféré, je sais pas, parce qu'il m'a mis vraiment dans cet état, rien qu'avec la dernière scène, et puis en plus, à la dernière scène, tu vois son visage, et son visage passe par deux émotions et en fait tu sais pas, t'es perdu au début et puis à la fin, voilà, et après il y a la petite musique ta na 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 ta. Oh, bref, donc oui je suis d'accord, moi les trucs où à la fin il y a, après c'est toujours satisfaisant quand à la fin il y a, comment on appelle ça, une fin heureuse. Voilà, c'est la satisfaction du golem. Mais quand tu lis 99 bouquins avec une fin heureuse, et que t'en lis un autre qui va être une fin ouverte, enfin, on va dire, ouais, voilà, il y a 80 de fins heureuses, 20% de fins ouvertes et 1% de fins amères. Excusez-moi, je te sors des statistiques dans mon chapeau, mais en gros, c'est un peu l'impression que j'ai, parce que je me dirige aussi vers comment dire, les choses les plus connues, les plus mainstream, comme on dirait, populaires. Et en général, dans le populaire, on va viser soit de la fin ouverte, soit de la fin heureuse. Mais bref, et quand tu trouves un peu quelque chose comme ça et que c'est bien fait, une fin amère, eh bien ça te transporte, ça me chamboule, et moi ça m'avait chamboulé. Autant je pensais qu'au printemps de monstres restait mon bouquin préféré de la sélection, mais si l'un des 4 que je n'ai pas encore lu fait mieux que celui-ci, je serais très franchement surpris, et agréablement. Est-ce que des gens ont réagi à Moisi? Non, alors parfois ça réagit. Regardez, du même auteur, le cinéma de Durandal. Prenons un individu, je vais pas vous le lire, mais si, franchement, si vous voulez que je lise, Psychodélique a déjà lu des critiques de Moisi, notamment sur la fragilité blanche, et ça avait bien marché parce qu'il a une plume et qu'il s'attaque à des trucs intéressants. Si Moisi, bah tu regardes cette vidéo et que je sais pas, que ça ne te dérange pas que je reprenne ton œuvre pour l'exposer, et si surtout ça intéresse des gens, et je vous dis, moi ça m'a transformé de lire ces critiques, c'est des points de vue qu'on n'a pas partout, et il le dit très bien. Alors celle-ci, vous voyez quand même qu'on voyage, qu'il a des points de vue, des points de vue esthétique, que si vous êtes comme moi, que vous lisez pas de critiques littéraires, vous n'êtes pas sur des vidéastes de critiques ou etc., ou vous êtes que sur de la critique de base à la Durandal ou autre, des mecs, on va dire, enfin je sais pas, mais qui ont pas, qui restent des critiques populaires, je sais pas trop comment dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un fossé entre les critiques de Moisi, où il les met en perspective avec d'autres œuvres d'art, et il connaît des références vraiment de plusieurs cultures, etc. Et les critiques d'un Durandal ou de je sais pas, de ce même type de personnes, même le Fossoyeur des films, où ça reste très des références que plus ou moins tout le monde va comprendre. Bref, le pire c'est Chronique Fiction. Enfin, j'aime bien les vidéos de Chronique Fiction, ça vous parle, c'est le coroner et le comment ça s'appelle, le coroner et l'avocat. C'est cette chaîne YouTube, ça vous parle. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est réalisé, le charisme des acteurs, etc. Mais c'est ignoble, c'est que les choses les plus connues, Bruce Lee, Fight Club, ce genre de choses, et c'est que à chaque fois des références, des séries connues, des films connus, et ça c'est un peu insupportable. On reste dans la golémie la plus pure. Alors que Moisi vraiment, il nous permet de voyager entre deux mondes. Donc si ça vous intéresse, et franchement ça va vous intéresser, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Et donc il y a pas eu de réaction des gens, mais parfois il y a des réactions et c'est assez drôle. En plus, je peux lire les réactions après parce que il y a des gens qui insultent. Il y a des gens, par exemple, tu vas critiquer Star Wars et il y a des mecs qui ont genre 14 ans, ou qui sont assez jeunes, ou en tout cas qui n'ont pas un logos particulièrement développé, un logos écrit particulièrement développé, qui vont dire ah, t'es nul, en plus ça fait une faute, etc. Enfin bref, parfois c'est très drôle. Allez, j'avais posté quelques extraits marrants ici. Eh bien, on va voir les extraits. En ce moment, je lis La plus secrète mémoire des hommes. C'est dans la sélection du Goncourt 2021. Et franchement, il y a quelques morceaux de bravoure qui font plaisir à lire au milieu de cet océan de nullité. J'espère qu'on va parler du têtement. Du têtement. La nullité, c'est le reste de la sélection, pas le reste du livre. Alors, un vrai écrivain, avait-elle ajouté, donc surtout celle qui nous a, voilà, hein, qui a dévoilé son sein gauche. Un vrai écrivain, avait-elle ajouté, suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs, qui sont toujours en guerre. Si vous n'êtes pas prêt à mourir dans l'arène pour remporter sa dépouille comme au jeu du Bouskashi, non mais moi ça me saoule, enfin... non, mais oui, mais d'accord, c'est un Sénégalais, il nous met sa culture, etc. Mais ça me saoule, je sais pas de quoi on parle. Le jeu du Bouskashi, qu'est-ce que c'est? Foutez-moi le camp et allez mourir dans votre pissa tiède que vous prenez pour de la bière supérieure. Vous êtes tous enfin lecteurs et encore moins un écrivain.
Je parie que tu es écrivain ou apprenti écrivain. Ne t'étonne pas, j'ai appris à reconnaître les gens de ton espèce en premier coup d'œil. Ils regardent les choses comme s'il y avait derrière chacune d'elles un profond secret. Ils voient un sexe de femme et le contemplent comme s'ils renferment la clé de leur mystère. Ils esthétisent. Mais une chatte n'est qu'une chatte. Il n'y a pas à braver votre lyrisme ou votre mystique en y noyant vos yeux. On ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. C'est vrai. Bien sûr que si on peut, c'est ça vivre en écrivain. Faire de tout moment de la vie un moment d'écriture. Tout voir avec les yeux d'un écrivain. Et voilà ton erreur. Voilà l'erreur de tous les types comme toi. Vous croyez que la littérature corrige la vie, ou la complète, ou la remplace. C'est faux. Les écrivains, et j'en ai connu beaucoup, ont toujours été parmi les plus médiocres qu'un qu'il m'était donné de rencontrer. Donc c'est une femme qui parle, ou un homosexuel. Tu sais pourquoi? Quand ils font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera. Chacun de leurs coups de rein affaibli par une phrase. Lorsque je leur parle pendant l'amour, j'entends presque leur murmura-t-elle. Ils vivent dans des chapitres. Un tiré de dialogue précède leurs paroles. Du Wolof ou je ne sais pas quoi. Ah non, c'est du néerlandais. Ça veut dire en fin de compte, les écrivains comme toi sont pris dans leur diction, dans leur fiction. Vous êtes des narrateurs permanents, c'est la vie qui compte. L'œuvre ne vient qu'après. Les deux ne se confondent pas. Jamais. C'est rigolo, c'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais oui. Donc en gros, t'es un écrivain, t'essayes de littéraire, de romancer tout ce qui t'arrive dans ta vie et ça se voit et c'est chiant. Donc d'accord, oui, bah, c'est un point de vue d'écrivain. J'écrivis un petit roman, Anatomie du vide, que je publiais chez un éditeur plutôt confidentiel. Le livre fit un four, 79 exemplaires écoulés les 2 premiers mois, ceux que j'avais achetés de ma poche inclus. 1182 personnes avaient pourtant aimé le post que j'avais publié sur Facebook pour annoncer la parution imminente de mon livre. 919 avaient commenté. Félicitations, fier, des mots en anglais, bravo, ça m'inspire, et moi j'expire. Merci frère, tu fais notre fierté. Hâte de le lire. Il sort quand? J'avais pourtant indiqué la date de sortie dans le post. Ah oui, ça me bute aussi, ça m'arrive aussi de voir des choses comme ça. Comment se le procurer? C'était aussi dans le post. Il coûte combien? Idem. Titre intéressant. Tu es un exemple pour notre jeunesse. Ziz est un exemple pour nous. Ça parle de quoi? Cette question incarne le mal en littérature. On peut le commander, dispo en PDF, etc. 79 exemplaires. On va lire la tête. Le traducteur, après ma lyrique péroraison, m'a regardé quelques secondes, puis m'a dit « Ça ne veut rien dire. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible, rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de devoir dire de quoi parle un livre dont tu sais qu'il est grand. Le piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, dit Egan, donc c'est bien le nom du héros et c'est pas une expression, c'est que seul un livre médiocre ou mauvais, ou banal, parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. Bon, est-ce qu'on n'est pas dans de la... je crois pas que je peux pas dire de mots qui commencent par M, mais... Dans un aller-retour intellectuel, là, entre déjà dire rien et tout, pour moi c'est déjà trop... Partir dans des extrêmes qui sont pas forcément vrais. Il y a forcément une trame. Alors d'accord, quand on va te demander c'est quoi la trame, etc., toi tu veux pas en parler parce que ce qui compte c'est le reste. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Bah ouais, mais si tu... Par exemple, il y avait un livre que j'ai lu, je sais plus comment ça s'appelait, c'était une enquête sur un mec qui commençait à assassiner des gens, qui essayait de faire revivre l'époque de la terreur. Vous voyez, comment il s'appelle le mec là... Attendez. C'est pas Richelieu du tout, c'est... Robespierre, voilà, Robespierre, c'est commencé par un R. Et ben voilà, il te fait découvrir quoi? Tu sais que l'intrigue c'est Robespierre, etc. Il te fait découvrir ce qu'on pense au XXIe siècle de Robespierre, et puis toute l'atmosphère est pimpée de cette ambiance un peu révolutionnaire, etc. Donc tu sais qu'en parlant de ça, tu vas quand même te plonger dans un certain
un certain vocabulaire, putain, je galère pour trouver mes mots, mais voilà, vous savez qu'il y a un cadre et que ce cadre peut vous parler, peut vous intéresser si vous n'en avez jamais entendu parler, et voilà, c'est quand même un bon point de vue et c'est important d'en parler. On te dit ça parle de quoi? Bon voilà, c'est un petit truc, ça tourne autour de Robespierre, une enquête. Déjà, tu sais qu'il y a enquête, donc déjà ça laisse. Hein. Ça montre dans quelle direction on va. Et puis après, il y a le cadre. Donc, ça te met un peu l'eau à la bouche. Donc, en plus, c'est une stratégie mercatique. Mercatique, c'est-à-dire marketing. En vendant un peu un sujet qui peut en intéresser plus d'un. Parce que la recherche d'un écrivain disparu, ça va pas forcément passionner autant de monde que une autre quête. Et donc, ça, déjà, un départ, c'est un bon moyen de vendre le livre et de faire... Parce que le but, c'est pas que ton livre existe, que tu en parles de manière neutre et que tu dises rien quand on te demande et que les gens aillent le voir ou autre. Le but, c'est quand même un peu que les gens soient aguichés et aillent le lire, non? Donc d'accord, un grand livre n'a pas de sujet, ne parle de rien, mais on peut pas se restreindre à dire ça parle de rien. Enfin, c'est débile. Sinon, on n'a plus d'éléments pour être aguiché par un livre, on va plus le lire. Quoique moi, j'ai lu l'Anomalie juste parce que c'était le prix Goncourt, enfin parce qu'on me l'a offert. Parce qu'après, en fait, les gens vont lire un livre. Il va y avoir du bouche à oreille, ah oui, c'est très bien, bien écrit, etc. Mais déjà, la plupart des gens ne sont pas capables de faire la différence entre le fond et la forme, là, parce que c'est un peu, j'ai l'impression, ce dont on parle. Lui aurait tendance à dire, donc en gros, que le fond, ce dont parle le livre, c'est pas important. Ou la forme, vous voyez, moi je suis un golem, hein, je fais pas la différence, donc je confonds toujours les deux. Enfin bref, peut-être que là il dit que c'est pas la forme qui importe, mais le fond. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus l'inverse. C'est pas le fond qui importe, l'histoire, etc. Mais c'est la forme, la manière dont c'est mis en œuvre et comment ça te fait voyager, etc. Bah bref, la plupart des gens vont être intéressés par le fond, donc très bien. C'est un peu de l'élitisme, mais c'est bien de le dire, mais c'est pas une vérité vraie. Et surtout, quand t'es éditeur et que ton métier c'est littéralement de vendre des livres, je trouve ça malaisé de le reprocher. Enfin bref, ça nous ouvre des perspectives intéressantes au moins. Bon. Effectivement, moi, avant d'avoir lu cet extrait, donc partagé par Moisy, commenté par le forum, etc., je n'avais jamais ouvert cette porte de la discussion, quoi. Est-ce que un livre, ce qui compte, c'est, vous voyez, c'est pas la trame, etc., mais c'est le reste, et comment on en parle. Du coup, peut-être qu'il va dire comment on parle d'un livre après, l'éditeur. Ah, mais c'est la fin. Non, c'est la fin. Bon, écoutez, c'est peut-être écrit. Bon, je l'ai fini, c'est clairement pour l'instant le meilleur de la sélection. Il m'en reste 4 à faire. Tout le livre est bien écrit. Mais est-ce que ça parle de V ou d'inceste? Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait là, ce machin, dans la sélection du Goncourt? Ah, parce que devait y avoir plein de livres du Goncourt qui parlaient de ça. Malheureusement, effectivement, ça manque. Mais bon, de mémoire, j'ai dû commencer par les mauvais. Mais sur les 4 premiers que j'ai lus, il y avait 3 livres sur le V. Et oui. Et oui, le V passionne les foules. Il a l'air génial ce bouquin à rajouter à mon interminable liste. Et ben voilà, on a terminé. Donc le point de vue du forum, le point de vue de Moisy. Ma foi, si vous êtes resté là, bravo à vous, presque 50 minutes. Regardez, Trending in France, classico organisé. Je l'ai écouté en plus ce matin. C'est la nouvelle chanson de Jul. Il y a des acteurs, des rappeurs marseillais, des rappeurs parisiens, et puis ça fait un classico du coup, effectivement. Ah, il y a Rokhaya Diallo aussi. Enfin bref, moi je vais rarement sur le tweet. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous retrouve sans doute cet après-midi pour une autre vidéo. Et d'ici là, profitez de votre week-end. Il fait extrêmement beau sur Paris. On a une chance folle. Allez, bye bye. Non, allez, salut.